Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. La Guinée à la recherche de gros investisseurs au Forum international minier de Toronto au Canada. Le pays est représenté à ce rendez-vous majeur par une forte délégation du ministère des Mines et de la Géologie. Les détails dans ce journal. Et puis, première session 2026 du comité de pilotage des projets d'appui à la gouvernance locale. La rencontre s'est tenue à Kindia. L'objectif est de renforcer la gouvernance et accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires. À la fin de ce journal, nous ferons un saut à l'aquapark du Jardin du 2 octobre, un lieu de divertissement pour enfants inauguré il y a un an par le gouvernorat de la ville de Conakry. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal que nous ouvrons par cet éditorial de la DCI. Depuis 2021, la Guinée amorce une recomposition progressive de son architecture institutionnelle et diplomatique sous la conduite du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. L'action publique s'est structurée autour de 3 axes prioritaires, le social, l'économique et la politique. Dans ce dispositif, la diplomatie occupe une place centrale. Elle s'est inscrite dans une logique d'affirmation stratégique et de protection des intérêts nationaux, des sommets africains aux grandes tribunes internationales, en passant par la gestion de crises impliquant des ressortissants guinéens à l'étranger. Une nouvelle posture semble se dessiner, celle d'un État qui cherche à conjuguer rayonnement extérieur et responsabilité envers ses citoyens. Dans ce journal, à travers cet élément, vous comprendrez que c'est dans cette synergie entre repositionnement international et consolidation institutionnelle que se définit l'évolution actuelle de la diplomatie guinéenne. Fatoumata Koroma. Refonder un État ne consiste pas seulement à administrer le présent. Refonder un État, c'est reconstruire la confiance, c'est redéfinir les fondations, c'est donner à une nation les institutions qui garantissent sa stabilité, sa crédibilité et sa dignité. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a inscrit son action dans une trajectoire structurée autour de 3 axes clairs et cohérents. Un axe social pour restaurer le vivre ensemble et consolider la cohésion nationale. Un axe économique pour engager la transformation structurelle et renforcer la souveraineté. Et un axe politique pour bâtir un État de droit fondé sur des institutions fortes, légitimes et durables. Depuis 2021, la diplomatie guinéenne a changé de posture. Elle s'est affirmée, structurée et repositionnée. De la Chine à l'occasion du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024, du Rwanda à l'Arabie Saoudite, du Gabon aux tribunes internationales de New York et tout récemment à Addis Abeba lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président Mamadi Doumbouya a porté la voix de la Guinée avec constance, fermeté et dignité. Ces déplacements ne relèvent pas du protocole, ils traduisent une vision selon laquelle la Guinée doit être audible, respectée et influente. Une vision selon laquelle la crédibilité extérieure renforce la stabilité intérieure. Une vision selon laquelle la souveraineté se construit autant dans les institutions nationales que dans la reconnaissance internationale. Mais la grandeur d'une diplomatie ne se mesure pas uniquement aux tribunes internationales. Elle se mesure aussi à sa capacité à protéger ses citoyens. En 2023, lorsque la crise tunisienne a exposé de nombreux ressortissants subsahariens à des actes de xénophobie et à des violences inacceptables, la Guinée n'a pas hésité. Un pont aérien a été établi entre Conakry et Tunis pour rapatrier les Guinéens qui souhaitaient rentrer au pays. La Guinée fut le premier pays à venir au secours de ses compatriotes. Ce geste n'était pas seulement logistique, il était symbolique. Il disait une chose simple, aucun Guinéen n'est abandonné.
Le président de la République avait donné des instructions claires. Tout Guinéen vivant à l'extérieur et confronté à une situation de détresse devait recevoir assistance et protection. Sous son leadership, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Anda Kouyaté, a exécuté cette orientation avec diligence et efficacité, traduisant dans les faits une diplomatie de responsabilité et de proximité. La crise tunisienne de 2023 restera comme un marqueur. La Guinée n'a pas attendu, elle a agi, elle a organisé, elle a rapatrié et ce ne fut pas un cas isolé. Plusieurs situations à travers différents pays ont mobilisé la représentation diplomatique guinéenne, confirmant une ligne directrice constante. La protection des ressortissants est une priorité nationale. Cette capacité d'action rapide traduit un État qui assume ses responsabilités. Cette diplomatie n'est donc pas abstraite. Elle est humaine, elle est protectrice, elle est incarnée. La République de Guinée a considérablement renforcé sa présence sur la scène internationale à travers la nomination d'au moins 40 ambassadeurs à travers le monde, ainsi que par l'accréditation de 64 diplomates étrangers sur son territoire. Cette dynamique traduit une volonté affirmée d'élargir le champ de partenariat et de consolider les relations bilatérales et multilatérales. Depuis le début, l'action présidentielle suit une logique cohérente. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, la diplomatie guinéenne s'inscrit dans une dynamique de refondation et de rayonnement international. Les missions assignées au ministre des Affaires étrangères ne relèvent pas du symbolique, mais d'une responsabilité stratégique. Défendre les intérêts de la Guinée, renforcer son intégration africaine et assurer la protection de ses ressortissants partout dans le monde. Cette approche traduit une diplomatie de proximité, humaine et inclusive. Elle dépasse le cadre protocolaire pour s'inscrire dans une logique de solidarité nationale centrée sur l'essentiel. Une diplomatie résolument engagée, tournée vers le service des citoyens et portée par une vision stratégique claire et cohérente. Le soutien dont bénéficie cette action, tant à l'intérieur qu'au sein de la diaspora, témoigne de la confiance accordée à cette orientation. La Guinée ne se contente plus de gérer l'urgence, elle construit la durée. À l'extérieur, elle affirme sa voix, à l'intérieur, elle structure ses institutions. Et au cœur de cette dynamique, une conviction demeure. Un État respecté est un État organisé. Un État organisé est un État légitime et un État légitime est un État capable de protéger ses citoyens où qu'ils se trouvent. La vision institutionnelle du président Mamadi Doumbouya ne s'énonce pas seulement, elle se déploie. Et c'est dans cette cohérence entre diplomatie active, protection des citoyens et consolidation institutionnelle que se dessine la trajectoire d'une Guinée qui entend écrire son avenir avec méthode, responsabilité et détermination. Au Palais de la Colombe, le Premier ministre Amadou Ouriba poursuit ses consultations avec les acteurs du secteur privé. Il a reçu en audience la Chambre nationale de commerce de Guinée, élargie à sa représentation consulaire aux États-Unis. Une rencontre placée sous le signe du partenariat et de l'accompagnement des priorités économiques du gouvernement. Ousmane Bangora. Le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, a reçu en audience la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, élargie à la représentation consulaire de la Chambre de commerce de Guinée aux États-Unis. Venue réaffirmer son soutien aux actions gouvernementales, la délégation est également venue proposer un cadre de collaboration renforcé en faveur du secteur privé et de l'attractivité économique du pays. Au cours des échanges,
Les responsables consulaires ont salué la vision du gouvernement en faveur de la relance du secteur privé et du renforcement du climat des affaires. C'est une satisfaction de l'ensemble de tous les secteurs privés de Guinée et de la Chambre de commerce de Guinée. C'était une occasion de venir témoigner notre engagement, renouveler notre volonté de s'engager à la réussite de la mission de M. le Premier ministre, et aussi renouveler aussi notre engagement à l'endroit du président de la République, Mamadi Doumbouya, de toute la confiance et considération qu'ils ont toujours accordée au secteur privé de Guinée à travers la Chambre de commerce. La rencontre a également permis de mettre en avant la mobilisation de la diaspora économique, notamment à travers la représentation basée aux États-Unis, déterminée à soutenir les initiatives de transformation économique du pays. La représentation consulaire est une extension de la Chambre nationale et son objectif, c'est justement promouvoir et continuer à renforcer les liens qui existent déjà entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique, mais sur le plan économique. Et aussi de se concentrer sur les petites et moyennes entreprises. Vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora représente un pouvoir économique très très fort sur le continent africain, mais surtout pour la Guinée. Mais au-delà de la diaspora entreprenante guinéenne en Amérique du Nord, c'est aussi encourager les petites et moyennes entreprises américaines qui commencent à se tourner vers l'Afrique, mais les intéresser à la Guinée. Les amener avec nous à travers la Chambre, qui doit être leur porte d'entrée, pour justement promouvoir encore une fois de plus le secteur économique à travers les investissements que nous allons apporter à la Guinée à travers la Chambre nationale de commerce. Pour le Premier ministre, cet engagement renouvelé de la Chambre de commerce constitue un signal fort de confiance du secteur privé et de ses partenaires à l'international. Il a réitéré la disponibilité du gouvernement à maintenir un dialogue permanent avec les acteurs économiques. Un partenariat public-privé que le gouvernement entend consolider pour accélérer la dynamique de croissance et d'investissement en Guinée. Et puis le renforcement de l'état de droit au sein de la CEDEAO reste un enjeu majeur. C'est dans cette dynamique qu'une délégation de la Cour de justice de l'organisation a été reçue par le ministre de la Justice pour discuter de l'exécution des décisions rendues par la juridiction communautaire. Sur 26 affaires, 18 dossiers ont déjà connu une réponse judiciaire, mais peinent encore à être appliqués. Les échanges ont donc porté sur les mécanismes d'entraide judiciaire afin de faciliter l'exécution des arrêts visant à garantir le respect des engagements communautaires. Aboubacar Ami Kamara et Kerno Younoussaba pour ce reportage. Une délégation de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est le ministre de la Justice. Les échanges portent sur la problématique dans l'exécution de justice rendue par cette juridiction communautaire. À date, la juridiction est saisie de 26 affaires, dont 18 ont connu une suite. Des discussions qui peinent encore à être exécutées. La Cour souhaite entendre des autorités s'il y a des difficultés au niveau de l'exécution des arrêts, et la Cour souhaite proposer sa coopération avec les autorités du pays pour qu'ensemble nous puissions vraiment relever le défi d'avoir 100% d'arrêts exécutés. Les discussions sont axées sur l'entraide judiciaire. Le mécanisme devrait aider à garantir la diligence dans l'exécution des discussions. Il a été question de parler de l'entraide judiciaire, de la coopération judiciaire entre la Guinée et cette haute cour dont notre pays est entièrement membre. Il a été question de discuter de la problématique de l'exécution des décisions de justice. Ils nous ont fait savoir qu'il y a 18 décisions concernant la Guinée qui sont restées non exécutées. Donc, cette cour a judiciaire de se déplacer vers nous pour un peu discuter de cette problématique et voir comment on peut les aider pour que ces décisions puissent être exécutées. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation de l'état de droit et de respect des engagements communautaires en vue d'assurer une meilleure application des décisions judiciaires au sein des États membres.
Et disons que chaque année, le Canada organise le plus grand rendez-vous mondial des mines à Toronto. L'événement rassemble des dizaines de milliers de participants venus de près de 140 pays. Ils sont représentants gouvernementaux, grandes compagnies minières, investisseurs, cabinets d'études, géologues et fournisseurs de technologies. La Guinée, elle, est représentée à ce rendez-vous majeur par une forte délégation du ministère des Mines et de la Géologie. Le pays se positionne comme un partenaire privilégié qui attire déjà les investisseurs. Saint-Martin Fansinadoune est notre envoyé spécial. La Guinée à l'assaut des investisseurs mondiaux. De Conakry à Toronto, une délégation du ministère des Mines et de la Géologie représente le pays au plus grand rendez-vous minier du monde PDAC, Association des prospecteurs et développeurs du Canada. Ici, le message véhiculé est celui d'un pays résolument engagé à faire de ses ressources naturelles un levier de développement durable et de rayonnement international. La Guinée est attendue, la Guinée est convoitée et la Guinée est fréquentable par ces réformes engagées depuis l'arrivée du gouvernement de le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Les résultats sont là, ils sont palpables. Et nous avons assez répondu à des questions concernant Simandou et la promotion de potentialités minières du pays. Ce prestigieux forum international PDAC 2026 aura été pour la délégation guinéenne une plateforme d'opportunités, de visibilité et de crédibilité dont les promoteurs miniers nationaux participants, à l'image de Cambia Bauxite Mining Guinée, voient en cette initiative une étape décisive dans la marche vers un secteur minier plus compétitif, plus transparent et plus bénéfique pour la population. En termes de rendez-vous B2B, c'est un endroit idéal pour toute compagnie minière qui cherche à se diversifier. Cambia Mining KBM a décidé cette année de participer au PDAC, d'explorer d'autres champs, d'explorer d'autres clientèles, parce que nous vendons de la bauxite à l'international. Alors c'est la raison de notre venue ici pour pouvoir rencontrer des clients potentiels pour notre bauxite, qui est d'ailleurs de très bonne qualité. Sur le site, la Guinée reçoit de nombreux visiteurs hâte d'échanger, de négocier et d'investir dans les ressources naturelles du pays. On a déjà une représentation en Guinée avec une de vos compagnies qui s'appelle Sanogold. Et aussi promouvoir la région, donc promouvoir l'Afrique de l'Ouest, de savoir aussi qu'en Guinée, le potentiel minier est énorme. La Guinée, on sait que c'est un pays qui est vraiment déjà bien établi dans le domaine minier. Donc, c'est intéressant pour nous d'aller visiter et s'implanter là-bas aussi. C'est dans les prochains objectifs. Face aux investisseurs, aux décideurs et aux grandes compagnies minières du monde, la délégation guinéenne met en avant la solidité des réformes engagées dans le secteur minier, la modernisation de son cadre juridique et l'ambition des autorités visant à transformer localement des minéraux. À Barcelone, la Fira Gran Via accueille du 2 au 5 mars 2026 le Mobile World Congress ou le Congrès mondial de la téléphonie mobile. C'est le plus grand rendez-vous international dédié aux télécommunications, au numérique et aux technologies de pointe. Au cœur de cette effervescence technologique, la Guinée marque sa présence avec une forte délégation venue prendre part aux échanges sur l'avenir du mobile. Marie-Angélique Bangoura est notre envoyée spéciale. Plus de 3000 exposants et près de 50 000 professionnels venus des 4 coins du monde se retrouvent autour des grandes tendances qui façonnent l'avenir. L'ère de l'intelligence artificielle, la 5G et déjà la 6G. L'Internet, la cybersécurité ou encore la finance technologique. Des géants comme Google, Meta, Samsung ou Huawei y dévoilent leur innovation et dessinent les nouvelles stratégies du marché mondial. Nous avons un grand projet avec Huawei qui concerne le projet Safe City. Il s'agit effectivement d'installer dans toutes les grandes villes de la Guinée des caméras intelligentes. Ces caméras permettent non seulement de sécuriser nos villes,
de renforcer également la protection des individus, mais également d'engager un processus de développement de ces villes dans le cadre de ce que nous avons aujourd'hui comme projet, à savoir Simandou 2040. Dans cette vitrine mondiale, la Guinée marque sa présence à travers le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation. Le pays tient un stand pour valoriser ses ambitions en matière de transformation digitale et de sécurisation des infrastructures numériques. Une présence qui traduit la volonté de Conakry de s'inscrire pleinement dans les grandes mutations technologiques mondiales. Je tiens à saluer le ministre Moura Nassouma qui porte l'ambition du chef de l'État de moderniser ce secteur du numérique avec beaucoup vraiment de leadership pour trouver et nouer des partenariats avec des investisseurs, mais aussi avec des partenaires techniques et financiers. C'est une très belle aujourd'hui rencontre parce que ça prouve comment la Poste guinéenne allait à l'affût de nouvelles technologies et comment faire en sorte pour développer la Poste guinéenne. Et donc je la félicite et je félicite la Poste guinéenne d'être présent à tel événement qui est la référence dans le domaine de l'innovation. Le Mobile World Congress, ou le Congrès mondial de la téléphonie mobile, présente un immense salon d'exposition où opérateurs, industriels et décideurs vont débattre des mutations du secteur et nouer des partenariats. La délégation guinéenne, quant à elle, vient défendre sa vision, capter des opportunités et affirmer ses ambitions dans l'économie numérique de demain. Nous poursuivons ce journal. La Guinée participera du 9 au 21 mars prochain à la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme à New York. Avant le départ, un rapport national de la délégation de notre pays a été validé à Conakry pour une meilleure participation de la Guinée. Mohamed De Camara. En route pour la 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, la Guinée réaffirme son engagement en faveur de l'accès à la justice pour toutes. Pour cette rencontre mondiale, le thème principal retenu cette année est l'action de justice pour toutes les femmes et filles. Cette thématique rappelle une exigence essentielle, garantir un système juridique et institutionnel plus inclusif et équitable. La validation du rapport national de la Guinée à la prochaine session a connu la participation de tous les acteurs impliqués dans la protection des droits des femmes. Nous avons mis l'accent sur effectivement toutes les avancées que nous avons pu réaliser dans le cadre de la mise en place d'un environnement favorable à la protection des droits des femmes. Aujourd'hui, nous avons élaboré un certain nombre de lois pour renforcer effectivement le cadre législatif en matière de protection des droits des femmes. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un déficit d'information au niveau des femmes quant à l'accès aux services juridiques ou judiciaires. Le contenu du rapport est très bon, il est inclusif, il reflète les réalités de la Guinée. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées en matière de prise en compte de l'égalité pour les filles et les femmes. Des représentants des institutions étatiques, la société civile, des ONG, des consultants et le partenaire du centre Audace ont tous participé à la production et à l'amendement du rapport national à caractère inclusif et participatif. Vous avez validé un rapport national qui reflète à la fois nos progrès, nos défis et les actions prioritaires à renforcer. Vous avez également bénéficié d'outils pratiques sur les mécanismes de la CSW, les techniques de négociation et de plaidoyer, ainsi que la communication stratégique. Je renouvelle enfin la reconnaissance du gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République pour les orientations fortes et les réformes engagées en faveur de la dignité, de la protection et de l'autonomisation des femmes et des filles de Guinée. Cette importante rencontre préparatoire de la Guinée à la prochaine session des Nations Unies sur la condition des femmes matérialise l'engagement des autorités du pays à mettre devant la promotion de la gente féminine en République de Guinée.
Dans le cadre du programme présidentiel en guinéen, une identité juridique, le Conseil national de la transition a voté 2 lois en 2023 sur l'identification des personnes physiques et sur l'état civil en République de Guinée pour permettre aux chefs services d'état civil de s'approprier le contenu de ces lois. Le ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation a lancé à travers l'Office national de l'état civil et de l'identification et la Direction générale des élections un atelier de 3 jours sur la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires. C'est un reportage de Amadou Touré et Abdul Razak Souma. Vulgariser les lois L019 et L020 portant sur l'identification des personnes physiques et de l'état civil en République de Guinée pour permettre aux citoyens de comprendre le contenu de ces 2 lois et de jouir pleinement de leur droit à une identité juridique et numérique est le sens de cet atelier régional sur la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires de l'état civil et de l'identification. Ces textes clarifient les rôles, définissent les procédures et renforcent les mécanismes de contrôle. Notre mission est de mettre fin aux pratiques administratives hétérogènes qui nuisent parfois à la fiabilité des actes délivrés par nos concitoyens. Les électeurs qui ont perdu leur carte d'identité. Mais si vous regardez les 2 lois, moi j'ai plus de commission à mettre en place. Je dois passer, les gens doivent venir vers les officiers délégués pour faire leur déclaration de perte. Et si la loi n'est pas vulgarisée, est-ce qu'on peut le faire? La démarche a regroupé l'ensemble des chefs services de l'état civil des communes de Conakry, des experts en matière d'identification de l'état civil et les partenaires au développement. La vulgarisation de ces tests, qui est l'objet du présent atelier, est l'étape charnière de cette réforme. Il ne suffit pas de légiférer. Il faut que chaque acteur, du gouverneur au chef de quartier, s'approprie ces nouveaux outils. Parallèlement à ces travaux et partant du constat de la structure Miroir Guinée de l'excellence qui considère qu'il en soit de la modernisation de l'identification des personnes physiques et de l'état civil ou de la mise en place du fichier électoral aboutissant à l'organisation des scrutins référendaires et présidentiels, la directrice générale des élections a accompli des réformes majeures dans le paysage politico-administratif en 2025 en Guinée. Pour ces raisons, Madame Kamara Djenebou Touré a bénéficié de cette structure du Grand Prix Miroir Guinée de l'excellence 2025. À présent, ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication, communiqué portant interdiction de diffusion de messages de campagne électorale. La Haute Autorité de la Communication, RAC, constate avec préoccupation la diffusion de messages de campagne par de prétendus candidats aux élections législatives et communales du 24 mai 2026 sur les antennes de certains médias privés. La Haute Autorité de la Communication rappelle aux promoteurs de médias que le code électoral, en son article 49, indique les dates d'ouverture et de clôture des campagnes électorales. Mieux, l'article 50 stipule « Nul ne peut par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit faire campagne en dehors de la période fixée par décret du président de la République. » En conséquence, la Haute Autorité de la Communication interdit toute diffusion ou publication de messages de campagne électorale en vue des élections législatives et communales du 24 mai 2026. Tout média contrevenant sera sanctionné conformément à la loi. Pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Dans l'actualité encore, première session 2026 du comité de pilotage des projets d'appui à la gouvernance locale. La rencontre s'est tenue à Kindia, une initiative des autorités guinéennes soutenue par la Banque mondiale pour renforcer la gouvernance et accélérer la mise en œuvre des actions prioritaires. Sounou Sidibé, Marwan Kamara. Autour de cette table ronde, 2 projets majeurs et une ambition commune. C'est bien la performance. Cette première session du comité de pilotage des projets d'appui à la gouvernance locale, PAGL2, et à l'Agence nationale de financement des collectivités panafriques de l'année 2026, ne s'est pas contentée des formalités protocolaires. Durant 10 jours à Kindia, les membres du comité de pilotage ont passé en revue
le rapport d'activité couvrant la période de janvier à décembre 2025. Un audit interne nécessaire pour mesurer l'impact réel des interventions sur le terrain. Et nous sommes aujourd'hui à Kindia pour évaluer tout ce qui a été fait au cours de l'année 2025 par ces deux programmes, voir les points d'achoppement, les évolutions, les corrections à apporter. Et comme vous le savez aujourd'hui, la Guinée a un plan de planification générale à travers le programme Simandou, d'inscrire donc nos actions dans ce cadre-là pour renforcer la décentralisation, améliorer la gouvernance locale. Mais l'œil du comité est surtout rivé vers l'avenir. L'ordre du jour est marqué par l'approbation du programme de travail et budget annuel 2026. Ce document définit les priorités d'investissement et les mécanismes de soutien financier aux communes pour les 12 prochains mois. Les démarches sont participatives, inclusives et ça amène les collectivités décentralisées que nous sommes à participer pleinement au développement de nos localités. Depuis que la santé communautaire a commencé, ce sont les projets qui appuient nos agents communautaires. Donc nous sollicitons à l'État de venir en aide pour la prise en charge complète de nos agents de santé communautaire qui se trouvent sur le terrain pour pouvoir vraiment atteindre leurs objectifs. Avec un cadre budgétaire désormais verrouillé, les projets PAGL2 et Panafrique entament l'année 2026 sous le signe de la redevabilité. La réussite de cette mission sera jugée à l'aune de la transformation réelle des administrations locales guinéennes. Mobilisation optimale des recettes fiscales, un défi de tous les jours qui implique le système informatique. Pour se mettre à l'abri, la Direction générale des impôts s'intéresse à la cybersécurité. La thématique pour un premier temps concerne l'ensemble des équipes managériales. Mohamed Seyar Souma. Sur instruction des plus hautes autorités du pays, la cybersécurité s'invite dans l'administration fiscale. Une importante mesure mise en application par la Direction générale des impôts. Et à juste raison, elle accumule plusieurs informations sensibles durant la collecte des recettes. Concrètement, il s'agit d'assurer le respect de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données fiscales. Première cible, l'équipe managériale de la DGI. Le calcul est précis. Les outils sont beaucoup plus des outils de management. Parce que justement, c'est une formation qui commence sous le prisme managérial, mais qui va continuer dans quelques jours sous un prisme technique. Et à partir de là, on aura déjà des outils spécifiques qui permettront une meilleure analyse de risque, une analyse des performances applicatives, de leur disponibilité, sans oublier qu'est-ce qui est mis tout autour pour gérer les menaces de cybersécurité et pour dire globalement qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que l'État a une continuité d'activité dans le domaine fiscal. L'appropriation des exigences de la cybersécurité va éviter à l'administration fiscale les risques liés à l'utilisation des données. Question de confidentialité certes, mais surtout de mobilisation optimale des recettes. Résultat attendu, une meilleure formation, une implication réelle des directeurs sur ce sujet-là et une prise de conscience de la maîtrise des risques au travers de cette formation à la cybersécurité. Donc nous devons y faire face et se protéger et trouver des plans de continuité de service et d'activité justement pour faire face aux dangers potentiels qu'on peut rencontrer dans l'informatique en général. 2 jours sont prévus pour l'équipe managériale de la DGI. Juste après, les services techniques comme la direction de l'informatique seront mobilisés. Objectif, impliquer tout le personnel dans la maîtrise des risques liés aux données confidentielles. Et pour lutter contre la fraude documentaire, la Direction générale de la police nationale vient de mettre en place une division stratégique basée au commissariat central de Cap-Ororail, composée d'agents de la Direction centrale de la police aux frontières. Cette unité a été outillée et formée aux techniques modernes de détection de faux documents. Elle sera désormais capable d'identifier les réseaux de faussaires et de produire des rapports circonstanciés. L'initiative bénéficie de l'appui de l'Union européenne à travers Civipol. Colonel Morikaba, correspondant de la presse militaire. La police nationale dispose désormais d'une division spécialisée dans la lutte contre la fraude documentaire.
Basée au commissariat central de Kapororaï, cette unité est composée d'agents spécialement formés et équipés pour détecter les faux documents administratifs et de voyage. Grâce à des techniques modernes d'analyse et de vérification, ces cadres sont désormais capables de remonter jusqu'au réseau de faussaires et établir des rapports détaillés pour les procédures judiciaires. Les missions de cette division sont claires. Démontrer matériellement l'existence de faux documents lorsque son expertise est requise, détecter, analyser et mémoriser les types de fraudes et les modes opératoires afin d'effectuer des recoupements, d'alerter et de sensibiliser l'ensemble des services opérationnels. Pour les autorités, cet appui de l'Union européenne qui contribue à la modernisation et à la valorisation de l'institution policière permettra de répondre plus efficacement aux sollicitations des populations, notamment dans la lutte contre les infractions, en particulier celles à caractère transfrontalier. La création de ce centre traduit la volonté affichée des autorités au plus haut niveau de doter nos services d'un outil moderne, spécialisé et performant, capable de centraliser l'expertise, de renforcer l'analyse technique et de soutenir les unités engagées sur le terrain. Il permet également d'améliorer la détection des documents falsifiés aux contrefaits, non seulement mais aussi de mieux comprendre les modes opératoires des réseaux criminels qui les produisent et les diffusent. Si hier, on faisait arrêter les trafiquants, ceux qui utilisaient des faux documents, juste pour les retirer les documents, ce bureau qui vient d'être ouvert va participer et contribuera, c'est-à-dire auprès des services d'application de la loi, à donner des éléments de preuve pour démanteler les réseaux OXRON. Dans le cadre de cette coopération, il est également prévu la construction du futur siège de la Direction centrale de la police aux frontières, situé sur le plateau de Koloma. La délégation s'est rendue sur le site afin de constater l'état d'avancement des travaux. Un peu plus loin à Siguiri, la lutte contre les incendies, accidents et feux de forêt devient une réalité. Des engins roulants sont mis à la disposition des agents de la protection civile pour sauver des vies. C'est un appui technique du gouvernement pour assurer les missions de premier secours dans la ville aurifère, souvent victime de calamités naturelles. Diamant Kaba, reportage. À Siguiri, la capacité opérationnelle des agents de la protection civile est renforcée. L'État affiche ses responsabilités en dotant le centre d'incendie et de secours. Il s'agit d'un camion, d'une ambulance médicalisée, des minibus et d'un véhicule de commandement pour une chaîne d'intervention plus rapide et sécurisée. Une aubaine pour la municipalité qui dévoile la motivation du gouvernement. Ce lot de matériel est composé d'un camion MAN d'intervention de 5000 litres, une ambulance médicalisée, une pompe funèbre, un bus de 35 places pour le transport de personnel, un véhicule de commandement, tout sorti d'usine. L'arrivée de ces engins roulants est une aubaine pour la population afin de faciliter l'évacuation sanitaire en cas d'accident, incendie et autres calamités naturelles. En première ligne, l'équipe de la délégation spéciale reste engagée pour matérialiser la volonté politique de restaurer l'autorité de l'État dans le registre de la sauvegarde de la vie humaine. La mairie de Siguiri reçoit aujourd'hui un lot de matériel de protection civile. Ces dons sont faits par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, pour renforcer les capacités opérationnelles du service de protection civile au niveau de la préfecture de Siguiri. Vous savez très bien la forte densité au niveau de Siguiri. Nous étions dans le besoin. Ces moyens de secours contre l'incendie vont également intervenir au-delà même de la ville aurifère, en renfort dans le registre de la lutte contre les feux de forêt. Un appui technique de l'État qui galvanise les soldats du feu, déjà prêts à intervenir pour sauver des vies.
Dans l'actualité toujours, les membres de l'ONG APRODEJ Guinée, en partenariat avec l'UNICEF, poursuivent leur campagne d'information et de sensibilisation sur les enjeux liés à l'excision et au mariage d'enfants dans la région de Boké. Récemment, les membres de cette ONG, accompagnés des responsables régionaux en charge de la femme, de la famille et des solidarités, étaient au contact des citoyens de Fria, Bofa, Gawale, Koundara. Objectif, expliquer aux parents et autorités locales les conséquences des mutilations génitales féminines. Les détails avec Younes Atawel Kamara. Dans la préfecture de Fria, plus précisément dans la sous-préfecture de Baguiné, 16 villages étaient visés par cette vaste campagne de sensibilisation sur les enjeux des pratiques d'excision et du mariage précoce d'enfants. À travers des causeries éducatives, les agents sensibilisateurs de l'ONG APRODEJ donnent d'amples informations aux mères de famille sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur la santé des filles. Nous remercions beaucoup la commune urbaine de Fria qui s'est engagée, le maire qui s'est engagé à lutter contre ces pratiques. Il a signé cet engagement public pour l'abandon des MGF dans la commune urbaine de Fria. Je suis très satisfaite du fait que la commune urbaine a eu le courage, la volonté de déclarer l'abandon de MGF dans les 9 districts de la commune urbaine de Fria. Je veux vraiment leur inviter à ne pas laisser l'engagement sur papier. Après Fria, l'équipe de sensibilisation met cap sur Mankuntan dans Bofa, Fulamori dans Gawal, Yukunkun dans Koundara, avant de se rendre dans la commune urbaine de Boké pour le même exercice. Des exercices qui ont permis aux leaders communautaires, autorités locales et chefs de famille de cerner les tenants et aboutissants de l'excision et du mariage précoce dans la communauté. Nous, la jeunesse de la commune urbaine de Boké, décidons d'en finir avec la mutilation génitale féminine et les mariages forcés. Nous voulons les filles libres, respectueuses et dignes. L'engagement qui signifie non au mariage précoce, non à l'excision et non à toute forme de violence basée sur le genre. Avec cette stratégie de communication, l'ONG APRODEJ, en partenariat avec l'UNICEF, veut impliquer toutes les couches sociales de Boké dans la lutte contre la mutilation génitale féminine dans la région de Boké. En ce mois de pénitence, les gestes de solidarité se multiplient entre les fidèles musulmans. Hier, l'agence Aide Directe a offert une importante quantité de denrées alimentaires à des familles nécessiteuses de Hamdallah, Goukasseur et Dar es Salaam, un geste pour illuminer le quotidien des bénéficiaires. Mamadou Saléouba. Dans ce centre islamique de Hamdallah, des sourires et des regards remplis de gratitude des fidèles après la réception de ces denrées alimentaires. Des denrées composées du riz, du sucre, de l'huile et du lait. Un don de Direct Aid en collaboration avec l'association Lisez le Coran pour soulager les fidèles en ce mois saint. Avoir ces dons-là, ça nous fait un grand plaisir ici, ça nous fait un grand plaisir. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider les gens qui ont eu le courage ici de nous offrir ces dons-là pendant ce mois de pénitence. Je les remercie infiniment pour ce don, ainsi pour aider les gens à soulager les paniers ménagers dans ce mois béni de Ramadan. Pour ce geste de solidarité, l'agence Direct Aid et l'association Lisez le Coran ont distribué plusieurs centaines de sacs de riz, des dizaines de sacs de sucre et des cartons de lait. Chaque année, on donne quelque chose au centre et les familles vulnérables. Une sorte de solidarité musulmane pour l'aider à gêner facilement. Ce n'est pas seulement les qui nous faisons plein de choses qui est hors ça. Nous créons des forages pour les nécessités. En Guinée, vraiment, on a un problème d'eau. Donc il y a beaucoup de personnes maintenant dans les villages, même dans la capitale maintenant qui sont dans les besoins. Nous venons en aide. Ensuite encore, nous construisons des mosquées. Donc c'est pourquoi c'est d'arrêt aujourd'hui, c'est que c'est une partie de notre bienfait. En ce mois de partage, l'agence Direct Aid et l'association Lisez le Coran comptent assister plusieurs centres d'apprentissage du Saint-Coran de la capitale. Un geste de solidarité pour illuminer le quotidien des bénéficiaires en ce mois de pénitence.
Je vous le disais au sommaire, l'aquapark du Jardin du 2 octobre est un lieu de divertissement pour enfants. L'infrastructure a été réalisée par le gouvernorat de la ville de Conakry. Un an après son inauguration, ce patrimoine national ne cesse d'attirer le public de Conakry. 4 piscines sont réalisées pour donner le sourire aux tout-petits avec une sécurité garantie. C'est notre grand format de ce soir. Il est réalisé par Moussa Bangora. Situé entre la corniche et l'autoroute Fidel Castro, juste à la rentrée de Kaloum, le jardin du 2 octobre, cet espace de divertissement dédié à la petite enfance depuis les premières heures de l'indépendance du pays. Avec des changements apportés par les autorités de la ville, ce lieu de loisirs continue toujours à servir les tout petits. Aux côtés de ces différents jeux, le premier aquapark de Conakry, une infrastructure publique construite dans l'enceinte du jardin. Un an après son inauguration, ce parc d'attractions ne cesse d'accueillir le grand public venu des 4 coins de la capitale. Je suis venue avec tous mes amis, on s'amuse bien, on est venu pour nager et pour faire des manèges et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là. C'est super, je remercie le président de la République et madame le gouverneur d'avoir installé cette piscine. Je souhaite qu'ils en mettent un peu partout, comme ça tout le monde peut en profiter, grand comme petit. Avec cette nouveauté apportée aux installations, des milliers d'enfants viennent ainsi passer des moments à la piscine pour se récréer et surtout de divertir. J'habite à Dubreka. Alors, la première fois que j'ai découvert ici, alors c'est la deuxième fois que je viens avec ma fille ici. Mais franchement, je suis content. Il faut qu'on se donne main dans la main pour développer notre beau pays. Regarde la nature, c'est magnifique. Et personne d'autre qui peut faire notre place. C'est nous les Guinéens qui devons le faire. Voir les enfants s'amuser, rire, se familiariser, surtout dans l'eau, vraiment ça n'a pas de limite. On est joyeux. Pour ceux qui connaissaient Conakry, cet endroit-là, c'était une brousse. Mais maintenant, ici, c'est à l'image de l'Occident. Elle a modernisé le TIC. On supplierait, madame la gouverneure, de multiplier ce genre d'initiatives dans les autres coins reculés parce qu'ils n'ont pas accès comme les autres communes. Le président de continuer comme ça, de s'impliquer davantage parce que là, beaucoup de choses sont en train de changer petit à petit. Conakry est en train de devenir une capitale moderne. Composé de 4 piscines, dont 2 avec toboggan, ce complexe est réalisé par le gouvernorat de la ville de Conakry. Compte tenu de cette convoitise grandissante, c'est toute une équipe qui est mobilisée pour assurer la sécurité des enfants. Nous sommes là pour prendre soin d'eux, parce que parmi eux, il y a des enfants qui ne savent pas se baigner. Et c'est pour cela qu'il y a grande piscine, il y a petite piscine. N'ayez pas peur, nous sommes là pour vous, on s'occupe des enfants. Même si c'est des petits mimis, on s'occupe de tout. En plus de la sécurité, d'autres commodités viennent ainsi valoriser ce lieu de loisirs. Il s'agit des restaurants, des salles de jeu, de gym et un supermarché. Vu l'effectif qui nous encombre, Madame la gouverneure a décidé avec l'équipe de scinder le groupe en 2. C'est-à-dire un premier groupe qui va rentrer de 10h à 14h, 1 heure de pause, c'est-à-dire 14h, 15h et 15h, 19h. Pourquoi cela? Pour un très bon entretien. Il y a une équipe d'entretien, il y a une équipe de sécurité et il y a une équipe de maîtres nageurs. Il y a un coin là-bas qui est réservé pour les tout petits. Il y a 3 autres et il y a des toboggans. Les toboggans sont suivis par les maîtres nageurs qui s'installent d'abord à la haut. Et il y a d'autres qui sont là pour réceptionner les enfants qui ne savent pas nager. Là où il n'y a pas de toboggan. Là, c'est fait pour des grands qui ont la taille et qui savent peut-être nager. Mais dans les 2 autres coins où il y a les toboggans, ça c'est carrément surveillé par les maîtres nageurs. Donc tout ce que je vais demander à la population, c'est de venir en grand nombre se récréer parce que déjà nous aussi, nous pouvons nous comparer aux autres pays pour dire oui, nous sommes fiers d'être Guinéens, nous sommes fiers de notre pays qui est le paradis. Avec cet investissement et compte tenu du nombre de visiteurs, le gouvernorat de la ville de Conakry a multiplié les efforts
en réalisant une 5e piscine qui vient d'être mise en service il y a de cela un mois. Une manière de mieux donner le sourire aux enfants. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.